Bonjour à tous, nous allons corriger l'activité 3 de ce chapitre 8. Alors, et faire le lien entre le travail et l'énergie échangée. Alors, dans cette activité, il s'agit du cas très simple d'une chute libre d'un objet sans vitesse initiale. Et pour la question 1, on nous demandait de rappeler l'expression d'énergie potentielle de pesanteur. Donc, on l'a vu en première S, l'énergie potentielle de pesanteur notée EPP égale à mgy avec l'axe des Y vers le haut. Alors, bien entendu, si on a l'axe Z qui est l'axe vertical vers le haut, l'énergie potentielle de pesanteur se notera mg multiplié par l'altitude Z. Ensuite, il fallait remplir le tableau suivant. Je vous laisse le soin de le remplir, c'est très simple. Et puis, ensuite, il fallait vérifier, faire une vérification expérimentale et conclure quant à la conservation de l'énergie mécanique. Alors, l'expérience a été faite. Vous avez sur cette vidéo les représentations temporelles en rouge de l'énergie cinétique, en bleu de l'énergie potentielle de pesanteur et en vert de l'énergie cinétique plus de l'énergie potentielle de pesanteur qui est égale à l'énergie mécanique. Puisque je rappelle que par définition, l'énergie mécanique est égale à la somme de l'énergie cinétique du système plus de la somme de toutes les énergies potentielles de pesanteur du système. Et ici, nous n'avons que l'énergie potentielle de pesanteur. Alors, on voit que l'énergie mécanique est constante au cours du temps. On dit donc que cette énergie mécanique est conservée. On va passer maintenant à l'activité 3 et on va interpréter tout cela à l'aide du travail. Alors, question 3, on va montrer que le gain d'énergie cinétique entre deux points A et B correspond à la perte d'énergie potentielle entre A et B. Alors pour cela, on va le montrer graphiquement. Je vais prendre deux points. Alors le point B, il est plus bas que le point A, donc l'énergie cinétique potentielle qui est inférieure à celle au point A. Voilà par exemple quelle est l'énergie potentielle du point B et celle du point A que je viens de représenter. Et puis en rouge, je vais faire pareil. Ici, j'ai l'énergie potentielle l'énergie cinétique du point B. Et ici, l'énergie cinétique du point A. On va calculer l'énergie potentielle de pesanteur du point B moins l'énergie potentielle de pesanteur du point A. Alors, on voit que ça fait à peu près égal à 0,32 joules moins 0,40 joules. Et ça fait moins 0,08 joules. Donc, on a eu une perte d'énergie potentielle de 0,08 joules. Et l'énergie cinétique au point B moins l'énergie cinétique au point A, hop, on va revenir, est égal à 0,18 joules moins 0,10 joules, à peu près ce qui fait 0,08 joules. Alors, on voit bien que le gain d'énergie cinétique entre le point A et le point B, qui est de 0,08 joules, correspond à une perte d'énergie potentielle qui est égale à cette perte à 0,08 joules. Petit 3, alors c'était la question petit 3, pardon, on va mettre petit 3. Petit 4, indiquer pour un déplacement quelconque entre A et B la relation entre le travail du poids, de la force poids, et la variation d'énergie potentielle. Alors par définition, on l'a vu lors des activités précédentes, le travail du poids sur le trajet AB, eh bien c'est mg YA moins YB. L'énergie potentielle EPB moins EPA est égale à mg YB moins mg YA.
Donc la relation entre les deux, le travail du poids sur AB est égal à moins la variation d'énergie potentielle entre le point A et le point B. Et ça, c'est un résultat de cours que j'encadre. Petit 5, écrire finalement une égalité qui permet de rendre compte de la phrase suivante. Pendant la chute, le travail effectué par le poids correspond à la quantité d'énergie qui change de forme au sein du système. Et on voit bien que pendant cette chute, le travail effectué sur le trajet AB par le poids, qui est égal à moins EPB moins EPA, c'est égal à ECB moins ECA, d'après la question 3. Et ECB moins ECA correspond bien à la quantité d'énergie qui change de forme au sein du système, puisque l'énergie cinétique gagnée entre le point A et le point B correspond à la diminution de l'énergie potentielle entre le point A et le point B. Il y a donc un échange permanent entre l'énergie cinétique du système et l'énergie potentielle du système. Dès lors que le système perd de l'énergie potentielle, il va gagner, perd de l'énergie cinétique, perd de l'énergie potentielle, pardon, oui c'est ça, il va gagner la même valeur en énergie cinétique. On va passer maintenant à la question 6. On va utiliser le fait que la variation d'énergie cinétique entre les deux points A et B est égale au travail du poids, montrer qu'on peut affirmer que l'énergie mécanique est conservée. Bon, alors on tourne un petit peu en rond. Donc la variation d'énergie cinétique entre les deux points A et B s'écrit ECB moins ECA. Et ça, on va considérer, c'est ce qu'on a trouvé en fait précédemment, que c'est égal au travail du poids. Donc le travail du poids, c'est mg YA, puisqu'on est sur le trajet AB, moins mg YB. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est EPPA moins EPPB. Je vais mettre l'égalité, comme ça vous verrez tout. Alors, je vais faire passer ce terme ici. Et puis, pour l'énergie cinétique, celui-là, je vais le faire passer de ce côté-là. Dans ces conditions, je vais avoir EC au point B plus EPP au point B est égal à EC au point A plus EPP au point A. Donc ce premier terme-là, c'est l'énergie mécanique au point B qui est égale à l'énergie mécanique au point A. Question 7, eh bien la question 7, j'y répondrai à la fin de cet exposé parce que je voudrais faire avant la question 8. Alors, pour la question 8, il faut montrer que le fait que l'énergie mécanique se conserve, comme on vient de le voir dans le cas de cette chute libre, hein, donc qui est soumise, je rappelle qu'une chute libre, c'est une chute dont le système étudié hein, n'est soumis qu'à son poids. Et ici, il faut montrer que l'écriture de l'énergie, de la conservation de l'énergie mécanique permet de retrouver l'expression de vitesse à la fin de la chute. Alors, on va se placer dans les conditions où, à l'altitude y0 égale à 0, l'énergie potentielle de pesanteur est égale à 0. Alors, l'énergie mécanique au point B hein, est égale
à l'énergie mécanique au point A. Alors, tout à l'heure, j'avais pris que le point B était plus bas que le point A. Donc ici, je vais dire que B, c'est le point B, c'est lorsque le système arrive au sol. Et le point A, je vais dire que c'est lorsque le système est immobile. C'est-à-dire que au point B, c'est l'instant final, T final, et au point A, on est à l'instant initial, je vais noter TI. Alors, l'énergie mécanique au point B, comment elle s'écrit? Eh bien, elle s'écrit, c'est la somme de l'énergie cinétique, que je vais noter 1,5 de mv B au carré, plus l'énergie potentielle. Eh bien, l'énergie potentielle, c'est mg YB, ben, YB c'est 0, donc fois 0, est égal à 1,5 de m fois VA au carré. Hop, je vais gommer. Voilà. VA étant égal à 0, plus mg, et nous sommes à t égale à 0, on va dire à l'altitude h. Alors, qu'est-ce que ça me donne tout ça? Eh bien, ça me donne VB, je vais aller un petit peu vite, au carré, égal à, je vais simplifier ici par les m, est égal à 2GH. D'où VB égale à racine carrée de 2GH. Voilà, la balle arrive au sol avec une vitesse VB, on la note VB ici, puisque le point B c'est le point situé sur le sol. VB égale à racine carrée de 2GH. On va continuer. Si une force de frottement s'exerce sur le système, comment cette valeur de V est-elle modifiée? On le sait tous, si une force de frottement s'exerce sur le système, la valeur de V va diminuer et on va justifier en exprimant la variation d'énergie mécanique du système delta EM. Donc dans ces conditions, l'énergie mécanique, si forces de frottement, il y a perte d'énergie mécanique. L'énergie mécanique n'est pas conservée. EM n'est pas conservé. La variation d'énergie mécanique est différente de 0. Elle est négative. Delta EM est inférieur à 0. Alors, qu'est-ce qu'elle vaut cette variation d'énergie mécanique? Bien, ça, c'était un résultat de cours aussi à savoir. Dans ces conditions-là, si j'ai des forces de frottement, alors delta EM est égal au travail sur AB des forces, mais attention, des forces non conservatives. Et même, je pourrais aller plus loin, à la somme de tous les travaux des forces non conservatives, et je vais encadrer ce résultat. Alors, je voudrais revenir maintenant à la question, c'est la question, je crois que c'était la question 7, pardon, la question 7 qui nous disait une force dont le travail ne dépend pas du chemin suivi, mais seulement des positions initiales et finales, est appelée force conservative. Justifier le choix de cet adjectif. Alors, je rappelle que ici, on l'a vu lors d'une autre activité, que le travail du poids est bien une force conservative, puisque le poids est bien une force conservative, puisque le travail du poids ne dépend pas du chemin suivi. Ça veut dire quoi que le travail du poids ne dépend pas du chemin suivi? Ça veut dire que si vous prenez deux points A et B, et que pour aller de A à B, vous prenez un chemin 1, et puis si pour aller de A à B, vous prenez un autre chemin qui est le chemin A, alors là, ça va
comme avec le chemin 2, eh bien, le travail du poids sera exactement le même, que le système passe par le chemin 1 ou que le système passe par le chemin 2. On dit que le poids est une force conservative. Alors, qu'est-ce que ça implique, ça? Eh bien, ça implique que tout système qui est soumis à des forces conservatives va obligatoirement avoir son énergie mécanique qui est conservée. Alors, d'où vient alors le terme conservatif? Eh bien, ça veut dire que si les forces sont conservatives, hein, l'énergie mécanique va être forcément conservée, c'est-à-dire constante. Je répète que si le système n'est soumis qu'à des forces conservatives, cela va impliquer que l'énergie mécanique sera conservée. Voilà, merci, à bientôt.